Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 40e épisode des UBBistes. On ne s'arrête pas parce qu'aujourd'hui sont sortis les calendriers de la Champions Cup notamment et qu'on a des joueurs qui ont représenté la France, des petits comme des grands. Ça va Yann ? Nickel, tout va bien. J'ai Ça tout va, regardé là. pas trop déçu pour nos Bleuets ? Si un peu, ouais, j'étais assez énervé. Bon, on va en reparler, mais j'ai un peu pété un plomb. C'était assez frustrant comme match. Mais eux aussi, je pense. Je t'imagine bien devant ta télé sur ton canapé. Voilà, mais c'était ça. Enfin, debout devant ta télé généralement. Exactement, et j'ai pu hurler et tout. Enfin, bon, bref. C'est comme ça, hein, ça arrive. Ils apprennent. Voilà, c'est des jeunes. Hein. Exactement. Ils apprennent et toi, t'apprends toujours pas à rester calme devant un match. C'est incroyable. Hein. Au programme du coup de cet épisode, donc la défaite des Bleus en Nouvelle-Zélande, la défaite également des Bleus contre la Nouvelle-Zélande en Italie, Rayassi qui a joué contre l'Écosse, le futur joueur de l'UBB, Jordi Cannava qui a joué lui avec la Géorgie et comme je le disais, le calendrier de la Champions Cup qui est tombé ce mardi. Mais avant de commencer, on remercie Romain Rominou pour sa participation à la cagnotte Tipeee la semaine dernière qui est toujours dispo en description de cet épisode. Et je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, laisser un 5 étoiles, des commentaires et tutti quanti sur le Spotify, Deezer, Apple Podcast et YouTube des UBBistes ou nous envoyer des petits messages soit sur X, soit sur Instagram. C'est toujours un plaisir de papoter avec vous. Allez, c'est parti pour les actus du club. On va tout casser là, c'est la décennie bègue là. On va faire rêver. Si on pète pas le boulard, ça va aller. Et première actu, ce samedi matin à 9h heure française, nos Bleus se sont inclinés assez lourdement 43-17 et on avait quelques Bordelais sur le terrain. On peut le faire dans l'ordre si tu veux et tu me donnes un petit avis sur chacun. On peut commencer par exemple par Cameron Wauquiez qui lui enchaîné puisqu'il avait déjà joué le premier match et il s'est un peu blessé au genou. Ouais, lui il est rentré en cours de match pour le coup. Alors c'est vrai qu'il s'est blessé, il a fait une hyperextension au niveau du genou, donc j'ai eu très très peur. Bon, visiblement il a pu finir le match et donc notamment, il a fait beaucoup de blocs sauts en touche, donc bon, on peut se dire que son genou a tenu, mais mine de rien, il est quand même forfait pour le prochain test, donc ça montre quand même qu'il y a quelque chose. Alors on va espérer rien de grave, peut-être une simple entorse ou quelque chose, mais ça risque de compromettre peut-être sa préparation et son potentiel début de saison. Donc c'est une petite tuile, même si je pense que voilà, on n'est pas sur une grave blessure parce qu'il a quand même fini le match après avoir fait cette hyper extension. Après, pour revenir sur son match, globalement, si je parle un peu du match, tu vois, de l'équipe de France, contrairement au premier test match, on a été clairement secoué devant, on a manqué beaucoup de densité, en touche, ça a été très compliqué. Alors c'est pas que la faute de Barlow, on va en parler après, qui a loupé pas mal de lancers. Il y a eu aussi quand même, tu vois l'importance des annonces. Je trouve que les annonces n'étaient pas forcément bonnes et aussi des lifters parce que mine de rien, Abadi il était un peu seul. Est-ce que parfois en fait il y avait des lifters qui étaient pas du tout en place et quand Tao est rentré et il y a aussi la rentrée de Cameron Wauquiez, ça a tout de suite ça a pu éclairer en fait sa zone de touche et Barlow bizarrement il a réussi de lancer parfait, tu vois. Et après quand Bourgarit est rentré à la place de Barlow, ça a été propre parce qu'en fait la touche c'est collectif et oui il y a le jump, oui il y a le saut, mais il faut faire les bonnes annonces et il faut bien lifter, tu vois. 2 fois il y a Thunder qui je pense par manque de communication en fait il est en retard et donc on faisait des touches un peu dégueulasses. Donc Cameron, très bonne rentrée, tu vois qu'il est plein d'entrain, physiquement il m'a l'air bien, j'espère que ça va pas grand chose son genou et après tu vois tout ce qu'il va nous apporter l'année prochaine, notamment dans sa science de la touche où il a été excellent. Ouais, d'ailleurs, tu le vois, moi, je sais plus qui a posté sur Twitter, en gros, une comparaison d'une touche française. C'est toi qui l'as posté ? En tout cas, j'ai posté un truc où il y a une première touche où le soutien lifter est en retard et après Wauquiez qui saute super. Ouais, donc c'est toi. Ouais, effectivement, tu vois très bien en fait la différence de hauteur, de timing, etc. quand le lifter est dans les temps, quoi. Ouais, c'est ça. Et en plus, quand c'est Tao, tu vois, le mec, il te prend derrière, il te monte en l'air. Du coup, tu vas en une demi-seconde, tu sautes, quoi. Abadi est un excellent sauteur, mais forcément, c'est pas la même chose quand t'as Thunder aux fesses ou Tao. Voilà,
C'est d'où l'importance d'avoir des lifters de haut niveau, notamment quand on dit l'importance d'un Coleman ou d'un Gray chez nous, quoi. Et pour continuer avec un joueur qui a enchaîné son deuxième match du coup contre la Nouvelle-Zélande, tu l'as mentionné sur les touches, mais Gaëtan Barlow sur le reste, il était capitaine d'ailleurs, hein, donc grosse responsabilité pour lui. Qu'est-ce que tu en as pensé du coup, hormis la touche? Ben voilà, c'est ça. En fait, du coup, la touche ternit son match finalement. Alors, comme Abadi d'ailleurs, hein, qui était le principal animateur de la touche. Mais sinon, après, toujours pareil, je le trouve très solide en défense. Il a cette faculté à avancer. Voilà, il fait pas son meilleur match. Je pense que son premier test était plus abouti. Là, c'était plus compliqué, surtout dans un pack qui était quand même en deçà et dominé. Et on avait deux autres joueurs titulaires, du coup, qui eux avaient rejoint le groupe France un peu avant. Alors, c'était pas dans la semaine, c'était un tout petit peu avant, mais qui ont pu du coup postuler pour ce match-là. On reste parmi les avants. On va commencer avec Pierre Beauchaton, qui a quand même envoyé. Énorme match de Pierre. Lui, c'est un des joueurs que je trouve qui a vraiment progressé cette année. Le seul truc qu'il a, c'est ses blessures, où c'est un peu pénible pour lui. Mais sinon, quand c'est un joueur qui arrive enchaîné, il est vraiment très très fort. Là, dans le combat, je crois qu'il fait 18 plaquages, donc il fait un 17 sur 18. Donc il est présent vraiment en défense. Il est pénible dans chaque ruck. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il fait des tâches de l'ombre. Alors c'est pas très visuel en fait, mais à chaque fois c'est l'un des premiers en fait qui déblaye au ruck. Et surtout quand il y a des percussions d'autres joueurs, c'est un des mecs qui est le premier au soutien et ils arrivent à gagner collectivement des mètres. Et donc ça, il arrive vraiment bien à le faire, à se lier au mec et après à permettre l'avancée. Parce que lui tout seul, alors il avance pas, il recule pas forcément, mais il va pas gagner, c'est pas un énorme porteur hein, comme Tatafou, etc. Mais il arrive à trouver les intervalles et surtout il arrive à répéter les tâches. Vraiment un très gros match dans le combat. D'ailleurs, je pense que ça va lui offrir, alors peut-être pas titulaire, mais de ce qui se dit, mais déjà une place sur le banc. Donc c'est vraiment intéressant. En plus, un joueur qui peut facilement dépanner en 4. Le seul truc, c'est que j'ai trouvé qu'on l'a pas assez utilisé au début en bloc saut. Alors peut-être que je sais pas, ils ont eu des habitudes avec s'empérer de tel ou tel joueur, mais j'aurais bien aimé le voir en premier bloc, parce que je pense qu'il peut jumper plus facilement que d'autres joueurs. Mais bon, après il a été extrêmement important. À un moment, il sauve une fond de touche là, à bout de bras, il attrape, sinon il y avait essai. Ça a été un des rares avec Alagaou dans cette première mi-temps où c'était un peu catastrophique, on a pris 29-0, à être dominant devant. Voilà, donc c'est quand même à signaler. C'est vrai que parmi les retours qu'on a pu voir, Pierre Beauchaton a été un joueur majeur de ce paquet d'avant, effectivement dans les tâches de l'ombre, dans les plaquages, assez peu utilisé en touche, mais gros guerrier. Nico Deporter, lui, au centre, qui est aligné du coup à côté de Barassi, Pierre-Louis Barassi. Qu'est-ce qu'on a pensé de cette association ? Très bien, cette paire de centres. On avait un Barassi qui était au four au moulin, parce que je crois qu'il a dû faire 14 ou 15 plaquages. Nico a fait moins de plaquages, mais parce que je crois qu'il a 4 ou 5 plaquages, mais c'était des plaquages qui étaient vraiment pertinents. Il y a un plaquage offensif à un moment sur Jordan, après pareil sur Yoanné et sur l'autre ailier. Donc ouais, il a été très bon, très propre en défense. Et puis en attaque, il a plutôt avancé. Donc ça c'est bien. J'ai 2 ou 3 percussions où il avance à l'impact. Il a réussi à trier quelques ballons. Là, je pense qu'il faudra qu'il s'améliore un peu plus parce que, alors visiblement, Barassi est blessé, donc ce sera probablement lui qui sera aligné contre le dernier test avec Ficou. Il faut qu'il arrive encore mieux à trier tous ses ballons. Mais ça, je pense que c'est avec l'expérience qui va arriver. Il y a un moment où il aurait pu lâcher le ballon un peu plus tôt. Mais sinon, une très belle partie de Nico, qui a un peu décliné sur la fin. On sent que physiquement, il a été un peu atteint. Là, je pense que le deuxième match, il sera mieux physiquement. Il faut pouvoir encaisser ce long voyage quand même. Et du coup, le dernier Bordelais qui était sur la feuille de match, il est rentré à la 44e minute. Troisième ligne comme Pierre Beauchaton, c'est Bastien Vergne-Taillefer. Ouais, et plutôt une bonne rentrée. Enfin, il va chercher cette sélection parce qu'il avait loupé lors d'une dernière tournée. Alors, je sais plus quand c'était, mais c'était quand on était parti au Japon, où il avait été appelé et il n'était pas rentré de mémoire. Donc là, il a obtenu sa sélection, ça fait plaisir. Et ben comme ce qui est bien, c'est qu'il est rentré dans des conditions qui étaient plus faciles parce qu'il est rentré avec
avec tout le monde, où après notre pack est devenu dominant. Donc t'as Montagne qui est rentré, Tao est rentré, Woki est rentré. Donc ça a permis d'amener un peu plus d'élan, et donc du coup on était plus dominateur. Donc ça a pu lui permettre d'être bien à l'aise. Et après il a fait du BVT, quoi, c'est-à-dire des montées agressives. Il a essayé de porter le ballon, donc il s'est bien démené. À un moment avec, alors je sais plus, je crois que c'est avec Barlow, il y a une petite 1-2, et puis après il arrive à percer et il meurt à 3 mètres de la ligne. Il a failli marquer son premier essai, mais on a marqué sur les temps de jeu suivants. Donc voilà, très bien, très bonne rentrée, très bonne première sélection. Malheureusement lui aussi s'est blessé visiblement à l'entraînement cette semaine. Donc on sait pas ce qu'il a. Donc voilà, il y a peut-être 2 joueurs du bébé qui sont blessés pendant cette tournée. Ouais, après, ils vont avoir le temps de récupérer avant la reprise, sachant que la reprise est le 4 août, mais le premier match de top 14 est le 6 septembre de mémoire. Voilà pour les Bleus, donc ils rejouent encore une fois samedi matin à 9h, et vraisemblablement, on devrait avoir 2-3 Bordelais quand même. Barlow, je pense, Beauchaton, Desporter, et puis c'est tout. Parce qu'après, Woki et Bastien Vernetaillefer sont blessés. Oui, voilà, donc à suivre. Autre Bordelais qui était sur les terrains ce week-end, Salesi Rayassi, qui était de nouveau en 15 contre l'Écosse sans Johnny Gray pour le coup, et les Fidji ont gagné. Ouais, ils ont été ultra dominants physiquement. Bon, avec quelques porteurs monstrueux comme Tuisova. Après, il y a Vai Nicolo qui a encore fait des siennes. Bon, Rayassi, encore un match propre en 15. Par contre, j'ai toujours pas eu mes réponses. Pourtant, je les regarde les matchs, hein. Mais il a pas eu de duel aérien à jouer. Il y en a eu un, mais en fait, c'était pas un duel aérien, c'était une chandelle qui était trop longue, et après, il a fait un en avant. Donc, pas forcément rassurant. Mais globalement, il a pas eu de duel homme à homme à jouer. Donc j'ai pas ma réponse sur sa... Ouais. Voilà, moi j'ai toujours des doutes, mais il veut pas lever le doute. Mais sinon, après un très bon match, toujours pareil, il a cette faculté à un moment, il a un ballon où il fait marquer un essai, où il arrive à casser des plaquages assez facilement. Ensuite, il passe les bras. Enfin voilà, j'ai aucun doute sur sa réussite chez nous. Bon, par contre, en 15, je pense pas qu'il y sera. Voilà, j'ai 13 ailiers. C'est toujours mon dada. Mais Ouais. peut-être qu'il va me faire mentir avant la fin de cette tournée, et être super à l'aise en l'air, quoi. Ouais, après, on risque d'en avoir plus besoin en 13 qu'à l'arrière, hein, vu ce qu'on a à l'arrière. En vrai, c'est pas une priorité non plus. Non. Autre match que tu as regardé, et ça, t'es parmi les seuls en France à le regarder, je pense, hors professionnel du rugby qui le regarde pour jeter un œil attentif sur les petites pépites. C'était Géorgie Cheetahs que donc tu as pu réussir à regarder, et c'était pour observer notre petit crack géorgien, Georgi Kendrava. Ouais, on doit être 2, parce que je remercie quand même Brockhead James, le supporter clermontois qu'on avait invité. C'est lui qui m'a donné le lien. Je sais pas comment il a fait pour le trouver. C'était un lien assez mystérieux d'ailleurs. Ouais, maintenant t'as plein de virus sur ton ordinateur, quoi. Ouais, j'ai plus d'ordinateur, merci. Je vais me faire virer. Non, je déconne. Parce que lui, je crois qu'il observait des Géorgiens d'Aurillac, tu vois, donc il avait aussi un petit intérêt. Ouais, vous êtes, c'est bien ce que je dis, vous êtes les 2 seuls à avoir regardé ce match, quoi. Ouais, en vrai, je pense. En plus, c'était vraiment pas un match fameux. C'était un niveau qui était très compliqué, parce qu'en fait, il y avait cette équipe des Cheetahs, bon, qui est pas une des Cadors équipes sud-africaines, parce que je crois qu'ils font que la Currie Cup et la Challenge Cup de mémoire. Mais je crois qu'ils participent même pas à l'URC, donc tu vois, c'est un peu ambigu comment ils sont, eux. Et après, les Géorgiens, c'était beaucoup de joueurs de moins de 23 ans, quoi. Il y avait quelques joueurs confirmés sur le banc, mais globalement, c'était des jeunes. Mais ça m'a permis de voir Georgie avec les grands, quoi. Et du coup, alors son match, on voit toutes ses qualités. En gros, déjà, physiquement, quand tu vois un centre avec un strap sur la tête pour se protéger les oreilles, t'as compris le projet de jeu qu'il envisage. Donc, il y va. Ouais, c'est ça. Donc en attaque, il faut qu'il comprenne que dans le monde des adultes, on peut pas foncer dans le mur comme ça, parce il s'envoie en fait comme un taré en fait Sauf que physiquement, il y a du répondant en face. En plus, c'est des Sud-Africains qui sont quand même des mecs physiques. Donc il a pas mal rebondi. Donc en attaque, il a été plutôt discret. Par contre, en défense, très 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 costaud. Il est assez bas sur ses appuis, et il a distribué pas mal de timbres. Donc c'est un joueur qui, je pense, physiquement est déjà apte
pour jouer, pour passer un peu le cut supérieur. Voilà, il faut qu'il arrive un peu maintenant à réfléchir et à viser un peu les intervalles. Je pense que même pour sa santé, c'est mieux. Tu vois, c'est marrant parce que c'est exactement ce que disait Cédric Béal, qui est le responsable des espoirs à Toulon. Il était invité dans les causeries de la rade, le podcast du RCT. Et je sais plus de quel profil il parlait exactement, mais il disait exactement la même chose, c'est que tu avais des mecs comme ça sur des profils centres qui sont surdominants en espoir, mais qu'il faut qu'ils apprennent en gros à pas forcément y aller frontalement, mais plus aller dans l'intervalle ou dans l'évitement, parce que sinon ils vont se faire à un moment donné un peu massacrer en top 14 quoi. Pour passer ce cap-là, en fait, faut arrêter de jouer que sur son physique, mais il faut aussi trouver des courses qui sont un peu plus intelligentes entre guillemets. C'est ça, surtout qu'en plus tu peux, en visant les épaules faibles, vu que c'est des joueurs qui sont hyper toniques, si tu attaques les zones faibles, donc les épaules intérieures, etc., tu vas pouvoir faire des différences assez fortes. Ton épaule faible, c'est un peu celle qui est à contre-temps de tes appuis en fait. C'est ça, voilà. Exactement. En gros, normalement, il faut défendre toujours l'épaule intérieure. Donc, si t'es face à un joueur, ton épaule faible, ben, forcément, c'est celle qui est un peu partie un peu loin vers l'extérieur. Et donc, du coup, il faut attaquer cette zone pour essayer de en faire de faire travailler ton adversaire, quoi. Mais lui, il est pas encore dans ce projet-là. Donc, forcément, il va falloir qu'il fasse ça. Alors, est-ce que le fait de le décaler en 13 possible, tu vois, pour qu'il joue en top 14, peut-être le décaler en 13, parce que forcément, t'as plus d'espace. Donc c'est un joueur qui a plutôt des cannes. Là, c'est vrai qu'en 12, le problème du 12, c'est que en fait t'es dans la tenaille quoi. 12, t'as pas trop d'espace. Donc forcément, tu vois, même Moefana, il a mis un peu de temps. Alors lui, il a énormément d'appui, hein. Mais tu vois, c'est quand même très compliqué. Tu peux pas trop manœuvrer. Van Rensburg, lui, tu vois, il réfléchit moins. C'est plus frontal. Mais le poste de 12 amène cet impact frontal. En 13, tu peux essayer de jouer un peu sur ton extérieur, etc. Tu vois, parfois c'est même plus des profils ailiers, donc. Ouais. Et le problème, c'est que Georgie, il a pas encore le physique de Rohan. Et non, parce qu'il a 19 ans, donc du coup, c'est pas encore ça. Mais par contre, c'est vrai que tu le sens qu'il a quand même, parce que bon, en face c'était quand même des adultes et en défense, et putain, il mettait des timbres à des troisième lignes, donc des mecs qui devaient faire 110 ou 115 barres, et il les attendait, et il devait être surpris de voir un joueur qui est assez bas comme ça mettre autant de timbres en fait. Donc c'est bien. De toute façon, il va apprendre. Hein. Il est là, ouais. il joue avec les entre guillemets avec les grands, donc il va forcément apprendre plus vite. Donc c'est très bien. L'opposition n'était pas dingo en face, mais c'est vrai qu'il apprend au contact de toute façon de l'équipe A de Géorgie. Il va encore apprendre cette année en espoir et pourquoi pas avec quelques feuilles de match en top 14 avec les grands. Donc il faut lui laisser aussi un peu de temps. Oui, voilà. Mais j'aimerais bien. Je pense que nous, quand on l'amènera dans le groupe pro, je pense que Yannick Bruce ce serait bien. Je pense qu'il décale en 13. Voilà. Pour le début, je pense qu'il a suffisamment de cannes pour y jouer et suffisamment d'intelligence pour attraper les mecs en défense. Donc peut-être qu'on lui posera la question si on l'a, ou tu as Frédéric Garcia des espoirs. Ça peut être cool. On espère les avoir prochainement. Voilà pour Georgie. Et concernant les espoirs, on avait du coup, comme on le disait, les Bleuets qui ont perdu 26-34, défaite très frustrante en demi-finale de la Coupe du Monde U20 contre les Baby Black. Bon, on avait du coup Lenny Alifanetti, Sean Mousquet, Elijah Ipsayen, Bobby Bissu et Yon Echegaray sur le terrain. En vrac, peut-être ceux qui t'ont marqué sur ce match. Ouais, bon, match très frustrant. Parce qu'en fait, je pense qu'individuellement, on était bien meilleurs. C'est-à-dire qu'on a des joueurs qui, je pense, même certains pourraient jouer avec les grands. Tu vois, et il y en a certains qui vont arriver très rapidement avec les grands. Donc, tu vois, un des joueurs qui m'a le plus impressionné, j'ai fait une petite vidéo sur lui, c'est Broboiry, le Palois. Pendant une mi-temps, il a été juste monstrueux. Mais par contre, les Blacks, tu sens ça fait plus longtemps qu'ils travaillent ensemble, ce collectif. Et en fait, c'était vachement plus huilé. Ils ont été extrêmement solidaires en défense. Leurs attaques étaient limpides avec beaucoup de mouvements. Ils ont eu un banc qui était plus fort que nous. Et ils ont marqué à chaque fois qu'ils sont venus chez nous. Alors que nous, on avait en danger, mais c'était une horreur. C'est pour ça que c'était frustrant, c'est parce que, en fait, je sais pas comment on fait pour le perdre, mais on a réussi à le perdre. Et alors qu'on était intrinsèquement meilleurs, mais peut-être que collectivement, eux ont été meilleurs et surtout, ils ont été plus réalistes. Alors après, pour nous Bordelais, je vais commencer par les titus.
Notamment, je vais commencer par l'arrière et finir par un peu le meilleur. Etchegaray Mousquet. Alors Etchegaray, ça a été très compliqué, je trouve, son mondial. C'était un peu décevant. Je pense que lui, il faut qu'il digère en fait sa première saison pro, parce que c'est quand même un joueur qui a été beaucoup blessé. Et finalement, il a énormément joué pour un joueur qui n'avait pas joué depuis 2 ans. Et tu sentais que, tu vois, il n'avait pas du tout le rythme. Déjà en espoir, la demi-finale c'était très compliqué. La finale, il a été très fort par contre. Mais après, il est reparti avec le groupe pro. Il était dans le groupe pour Toulon, pour la finale, pardon. Et donc après, le top 14. Après, il repart avec les U20, donc et collectivement, tu vois, il était vraiment pas connecté et physiquement, je l'ai trouvé un peu fatigué. Il n'arrivait pas à faire les différences que Etchegaray faisait, et en plus, comme il n'arrivait pas à faire ces différences, parfois il surjouait. Donc ça a été un mondial un peu compliqué. Je pense que là, c'est la saison un peu longue pour lui, donc ça va lui faire du bien. C'est 5 semaines de repos. Voilà, c'est pas sa meilleure perf. Il a fait un excellent tour de destination. Là, le mondial, c'était un peu le truc de trop pour lui. Ouais, t'arrives en bout de course à 35 degrés, bon. Ouais, c'est ça aussi. Ça aussi, on en parle parce que là, je vais l'évoquer en plus ça pour Mousquet, qui pendant tout ce mondial a fait énormément d'en avant, mais c'est vrai qu'il faut rappeler les conditions. C'est des conditions, une très forte chaleur, canicule, donc les mains moites, et les Français en fait ont trop voulu jouer. Alors c'est bien, hein, mais le problème c'est que on a fait tomber des ballons et tu te frustres. Et donc Mousquet, alors il a fait quelques en avant, mais son match est quand même meilleur que ses précédentes prestations. Je l'ai trouvé, il a beaucoup aidé en fait, il a beaucoup dézonné, il fait une ou deux passes décisives. Voilà, il a tenté. Malheureusement, il a fait quelques en avant. J'en ai un qui est un peu fatal, mais voilà, lui c'est pareil. Il a eu un peu de mal, mais ça fait partie des joueurs mine de rien qui ont joué en top 14 et donc forcément je pense que eux finissent un peu sur les rotules. Ils ont peut-être pas l'habitude autant de jouer et c'est pas des et en plus c'est des jeunes qui sont pas forcément hyper intégrés. Tu vois, Broboiry, lui, il a vraiment pu faire un physique puisqu'il a enchaîné tout le long. Eux, c'est par épisode, donc peut-être que c'était un peu plus compliqué. Mais ouais, après Mousquet, il a quand même joué un peu toute la saison. Enfin, dès le début de la saison, il a fait des feuilles avec Bayonne. Là où un Yon, tu vois, il est vraiment. C'est vrai. C'est le premier match, c'était à Bayonne, donc il me semble que c'était quoi, en mars peut-être. Ouais, t'as raison. Lui, il est arrivé un peu tard avec les pros. Mousquet, j'ai l'impression qu'il était quand même plus intégré et que tu vois, il a joué un peu par-ci par-là avec Aviron. C'est vrai, t'as raison. Mais je suis assez d'accord, et tu vois, même on peut en parler peut-être de Elijah Ipsayen, lui qui a été blessé, qui a joué exclusivement avec les espoirs, peut-être qu'il était un peu plus frais aussi sur cette fin de saison. Ouais, lui, de toute façon, c'est un des hommes du match. Tu vois, les deux mecs au-dessus. Alors il y avait Gourgue aussi, le 13 du Stade Toulousain, qui a été très bon, mais les deux mecs qui ont surnagé, c'est Broboiry, donc pendant 45 minutes. Après, il s'est pété l'arcade, et Ipsayen, qui a été monstrueux. Alors il a touché pas beaucoup de ballons. Ça, c'est si j'avais une déception, c'est ça, c'est qu'il touche pas assez de ballons. Je trouve alors je sais pas si c'est lui qui se place mal parfois ou si c'est la technique qui est mise en place, parce que parfois il est positionné quasiment en 13 en fait dans les cellules. Et je trouve qu'il y a pas assez de lancements où, je sais pas moi, un départ du 8 il va me péter dans le 10, tu vois. Il y a pas assez ça, alors qu'en fait, il a touché, voilà, il a fait 5 ou 6 courses, et il a battu 8 défenseurs. À chaque fois qu'il prenait le ballon, il cassait un ou deux plaquages, et après il avançait de 10, 15, 20 mètres. Il aurait pu même marquer son essai, je sais pas par quel miracle le Néo-Zélandais sauve cet essai sur la touche. Mais ouais, lui, tu sens que physiquement il est au-dessus. En plus, c'est un joueur, alors il est pas que frontal, il va chercher les intervalles. Il a une intelligence de jeu qui est au-dessus de la moyenne, très technique. Donc lui, c'est vraiment un élément qu'on va voir en top 14 et qui, s'il commence à jouer et à prendre le truc, c'est-à-dire que s'il se blesse pas, si physiquement il est au top, je pense que rapidement il va pouvoir faire des feuilles de match et même très rapidement par la suite tout s'enclencher, quoi. Tu vois, d'ici 2-3 ans, je le vois dans le groupe France. Bah écoute, on lui souhaite. Hein. Déjà qu'il fasse des feuilles de match avec l'UBB, ce serait pas mal. Un autre qui a fait des feuilles de match avec l'UBB, c'est au même poste. Ouais. Le Bobby, le Bitu. Très bien, lui c'est pareil, en 2006. Hein, ils ont encore une année U20 normalement l'année prochaine. Donc c'est des joueurs qui sont très jeunes, et il y avait quand même une génération très jeune sur le banc. C'était beaucoup de 2006, donc à part Denis Kouvou, c'était que des jeunes. Donc forcément ils ont un peu
ça a été un peu compliqué face à des Blacks qui étaient plus expérimentés. Et lui, c'est vrai qu'il est assez monstrueux aussi. Hein. C'est un joueur qui progresse extrêmement vite. Il est arrivé tard à rugby à 15. Et cette année, il se révèle. Il explose même. Et il fait une super saison U20. Une super Coupe du Monde. Je pense que lui, ça a été un des joueurs qui était le plus constant. Et là, il me fait une rentrée. Tu sens qu'il a encore ses attitudes de 13 aussi, où il est très fort du haut. Donc, il arrive à résister au plaquage. Même quand il recule, il arrive à réavancer pour faire l'effort. Il arrive à faire des passes après contact. Vraiment un très très beau joueur de rugby et qui progresse à une vitesse grand V. Donc on sait pas trop où il va s'arrêter s'il continue comme ça. Je pense que l'année prochaine, alors il y en a qui parlaient d'un prêt ou même s'il reste en club. Moi je pense que il va continuer de grandir et d'évoluer. Et il faudra que les joueurs de la première performent parce que ces deux petits jeunes vont rapidement taper la forte. Après, un prêt... il va y avoir du temps de jeu quand même sur la troisième ligne, vu que tu as eu 4 départs pour 2 arrivées grosso modo. Alors oui, tu as Swinton qui revient de blessure, mais derrière, tu as du Jacobs, du Ipsayen, du Bissu. Je pense qu'ils vont pouvoir se partager des feuilles de match, tous. Ouais, et puis tu sais, tu peux adapter au profil. Et puis t'en as qui vont devoir... Vu comment ils progressent, moi je pense qu'il y a des joueurs qu'il va falloir qu'ils augmentent drastiquement leur niveau pour pas se faire... tu vois, c'est la concurrence, hein, mais... Typiquement, ça fait même peur à certains, visiblement, qui préfèrent partir en Catalogne, si tu vois ce que je veux dire. Non, ouais, peut-être. Diabico. Et non, mais tu vois, par exemple, Mathieu qui avait fait des 6 premiers mois qui étaient excellents, ben forcément, ça va un peu booster tout le monde parce que quand t'as des jeunes comme ça qui ont pas de complexe et qui marchent sur l'eau, au poste de 8 finalement, en fait, on n'a pas trop de profondeur parce que t'auras Duprez, après t'as Gazzotti qui est plus à l'aise en 6, donc tu vois, t'as logiquement des places qui peuvent se libérer. Donc, ça, t'as des places qui se libèrent, t'as des profils différents, vu que Bissu c'est pas du tout la même chose que Jacobs ou Ipsayen. Ouais. Ou que Mathieu. Donc, clairement, ça va être cool et ça va permettre à Yannick Bru, du coup, d'avoir à la fois des alternatives aux pros, en tout cas aux adultes, on va dire. Et en plus, tu peux piocher dans différents profils en fonction des absences ou en fonction de l'adversaire. Donc ça, c'est top. C'est incroyable. Et en plus, bon, c'est quand même des... Là, on commence à voir un petit groupe de gros talents très très jeunes, donc c'est hyper intéressant parce que Gazzotti, il est classé dans les papas, mais il a 21 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Et Mathieu, pareil, il est très jeune, même Beauchaton, il est encore très jeune. Ben oui. Donc c'est, effectivement. Et tu vois, par contre, le seul doute que j'ai, c'est son statut non-gif à Bobby Bissu. Alors, est-ce que nous, déjà, d'une part, on va avoir la place d'un non-gif avec le recrutement de Rayassi, il va falloir en libérer une potentiellement. Est-ce que lui va pouvoir du coup faire des feuilles de match? Mais c'est aussi ça qui me fait me dire qu'il sera pas forcément prêté parce que est-ce qu'un club va prendre un joueur en prêt alors qu'il est non-gif, sachant que tout le monde est un peu au max généralement de non-gif dans leur effectif. C'est ça le problème. Donc je pense qu'il va faire des feuilles, peut-être moins qu'Ipsayen par exemple, mais encore c'est même pas sûr, hein, ça dépendra de la forme, des blessures. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu comme Yon, tu vois, il faut saisir l'opportunité quand on nous la donne, sachant que tu as du Romain Gardra aussi, qu'on n'a pas cité, qui va revenir. Ouais, il va falloir être performant au bon moment, parce qu'effectivement, si tu fais un peu comme Romain, il me semblait que c'était au Stade Français, où il fait il fait des réceptions un peu mauvaises, il fait des en avant, etc. Bah là, par contre, les autres espoirs, il va falloir faut pas qu'ils fassent ce genre d'entrée parce que sinon, ça va être place au prochain. Et si le prochain prend la place, derrière, ça va être compliqué de la reprendre. Ouais, mais c'est ça. Et puis après, il faut rappeler qu'on fait un sport traumatique. Donc, du coup, forcément, il y aura des blessures. Et on a des profils qui se blessent. Hein. BVT se blesse souvent, Beauchaton se blesse, Swinton, il se blesse très souvent. Même si c'est un solide gaillard, il a rarement fait des saisons complètes. Donc, c'est des mecs qui se blessent. Donc, voilà, il faut prendre ça en considération. On a un sport traumatique et en plus, on a des joueurs qui se blessent. Coleman, c'est pareil, c'est un joueur qui se blesse. Caso a longtemps été blessé, même si là, il a fait une saison exceptionnelle, très longue. Donc, attention. Attention. Bon, et on finit par celui dont il ne faut pas prononcer le nom, Lenny. Ali Fanetti. C'est bien, c'est pas mal. C'est bon. On a pensé quoi ? Compliqué parce que il est passé derrière Megarby qui avait ultra dominé son gaucher et lui il a pas encore il est pas encore ultra dominant comme peut être le pied droit titulaire toulousain là et donc en fait c'était un peu du 50-50 avec son gaucher mais le 50-50 a été arbitré pour
pour la Nouvelle-Zélande. Donc forcément, il a eu 2 pénalités et en plus après il se blesse. Donc tu vois, il y a eu, ça a été très compliqué pour lui son entrée. Mais c'est un 2006, toujours pareil, donc il faut qu'il grandisse. On a du monde à droite aussi, très très jeune, qu'il faut faire progresser. Afan, potentiellement Awad qui peut jouer des deux côtés. On a aussi Pagard qui joue à gauche, mais c'est de base c'est un droitier, un solide droitier, et donc voilà, il faut qu'il grandisse. C'est un poste à maturité tardive, et donc ça permet de le faire grandir ce genre de match. Ouais, bah écoute, on suivra du coup les aventures de Lenny la saison prochaine avec les espoirs. Voilà un peu pour tous les joueurs qui ont joué ce week-end. Bah, je te propose qu'on passe au calendrier de Champions Cup qui est tombé ce mardi midi, quelque chose comme ça. Alors, on a appris du coup le calendrier et on va le décortiquer un peu ensemble. Ça va commencer par, et ça c'est un peu la mauvaise nouvelle de cette annonce, c'est qu'on va à Pretoria dès le 6 décembre jouer contre les Vodacom Bulls. Alors ça tombera après un déplacement au MHR en top 14. Bon, c'est embêtant parce qu'on aurait préféré ne pas y aller en Afrique du Sud. Mais finalement, vaut mieux peut-être y aller dès le début, comme ça après on est débarrassé. Ouais, et je trouve que ça... Alors c'est une très mauvaise nouvelle, mais comme tu dis, le calendrier tombe super bien. Parce que forcément, on va à Montpellier juste avant, donc c'est une possibilité que tu fasses, alors beaucoup n'aiment pas les impasses, mais que tu fasses reposer certains cadres, que tu puisses envoyer la grosse équipe en Afrique du Sud, et après tu reçois les Scarlets, qui sont probablement l'équipe la plus faible du groupe. Donc avec une équipe mixte, tu peux tenter de les battre. Donc je trouve que on a eu de la chance là. Je pense que c'est pire de les prendre la deuxième semaine d'une Coupe d'Europe. Et surtout après on prend pas un gros. Tu vois, si on avait reçu Northampton, je pense que là ça aurait été très très compliqué. Mais là on reçoit vraiment, je pense, l'équipe qui est vraiment la plus faible, l'une des plus faibles même, je pense, de la compétition. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir gérer des mecs, et je pense que là, c'est là où on va voir notre recrutement. Tu vois, on va mettre une équipe mixte, mais tu vois, on pourra mettre des mecs comme Rayassi, des Van Rensburg, voilà, des joueurs qui seront pas forcément notre 15 type, mais qui sont ultra performants et qui vont nous permettre d'aller chercher la victoire. Donc moi, je pense qu'il faut envoyer la grosse équipe aux Bulls parce qu'il y a quoi de faire, de gagner là-bas, et ouais, 4 points et plus, ce serait l'idéal, quoi. Ouais, sachant que, par exemple, sur ce mois de novembre, donc tu vas à Castres le premier week-end de novembre, et en fait, derrière, tu as du coup la tournée de novembre. Donc, tu as pas mal de joueurs qui ne vont pas jouer, en tout cas chez nous. Tu as des Jalibert, potentiellement, peut-être qu'il ne jouera pas en novembre. Enfin, tous les non sélectionnés habituels. Le 22-23 novembre, tu reçois la section paloise. Donc ça, ce sera un vrai doublon. Peut-être même un des seuls de la saison. Il y en a un deuxième avec le tournoi destination. Et ensuite, 2 semaines plus tard, t'enchaînes avec Montpellier et les Bulls 2 semaines plus tard. Donc finalement, tu auras eu aussi 2 semaines pour la plupart des joueurs un peu off mi-novembre. Donc c'est que ton 3e match ensuite de reprise du bloc. Donc ça arrive vraiment un peu à point nommé. Et comme tu l'as dit, derrière, on enchaîne avec la réception des Scarlets, où ça devrait être, entre guillemets, un peu plus tranquille, un peu plus simple. Même si, quelle que soit l'équipe en phase de poule de Champions Cup, j'ai pas l'impression qu'on fasse tourner beaucoup. Ouais, non, mais en fait, c'est toujours pareil. Hein, il faudra avoir. En fait, c'est ça, c'est comment certains cadres vont digérer ce voyage d'Afrique du Sud. Voilà. Après, tu peux soit les mettre sur le banc, certains, mettre un titulaire, l'autre non. Tu vois, voilà. Je pense qu'il va y avoir une gestion un peu comme ça. Ouais, c'est ce que fait Yannick Bru. Hein, donc. Ouais, donc je vois un truc comme ça, tu vois. En plus là, on aura tout le monde qui sera de retour, donc tu vois, tu peux faire par exemple Sadi parce que tu sais que tu auras une grosse mêlée face aux Bulls, et peut-être Falatea contre les Scarlets parce que c'est un peu moins costaud devant. Enfin, ouais, tu vois, je pense que ça va être des réflexions. De toute façon, je pense que Brud a déjà réfléchi là, tu vois. Il a même pas commencé. Je pense que la saison, la préparation, je pense qu'il est déjà en train de réfléchir. Il était au fait de Bayonne. Là, je crois qu'il est en Corse, tranquille. Il va avoir tout le loisir d'y réfléchir, notre cher coach. Bon, on continue du coup. On a annoncé du coup les Scarlets à Chaban le 13 décembre. Donc ensuite, on aura
réception de Toulon, déplacement à Clermont, donc en top 14 pour le Boxing Day. Ensuite, réception du Racing et on enchaîne avec une autre réception, cette fois-ci de Northampton. Donc les malheureux finalistes de cette saison, le 11 janvier. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle de ne pas devoir aller là-bas, parce que c'est un peu nos plus gros rivaux de la poule pour finir premier quand même. Ouais, parce que les Bulls, forcément, ils ont le voyage. Donc il y a toujours ce moment où en fait ils font des méga impasses et donc ils n'y arrivent pas à l'extérieur. Mais donc eux, c'est vraiment l'équipe la plus forte de la poule après nous, je pense. Donc ça va être un très beau duel. En plus, on va retrouver Pollock, donc super, à Chaban. Ben ça, je sais pas, tu vois, le fait que ce soit à Chaban, est-ce que Pollock va être envoyé à Bordeaux ou tu vois, peut-être qu'ils vont envoyer une équipe un peu remaniée. À voir, hein, il y a encore du chemin avant ce match. Et du coup, le dernier match de poule, ce sera le 18 janvier, donc le dimanche à Bristol contre les Bears. Donc ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle de devoir aller là-bas après du coup la réception des Saints. Ouais, c'est une belle équipe, ça joue beaucoup, donc ça va être sympa. C'est un terrain synthétique là-bas, donc on va pouvoir amener beaucoup de vitesse, donc c'est plutôt idéal. Ouais, bon, on espère effectivement qu'on va pouvoir faire du beau jeu parce que moi j'y serai. Enfin, en tout cas, j'ai pris mes billets d'avion déjà pour être sûr de ne pas rater ce petit match qui peut être très, très sympathique. Voilà pour le calendrier. Alors, si on regarde un peu plus loin, ensuite, tu as les 8e qui sont le week-end du 3, 4, 5 avril, suivi des quarts 10-11 avril. Les demi, le week-end du 1er mai, donc les 2 et 3 mai. Et ensuite, la finale sera le 23 mai prochain. Voilà pour le calendrier de Champions Cup. Donc on connaît maintenant à peu près tout le calendrier de la saison prochaine, vu que le calendrier du top 14 aussi est sorti. Je ne sais même pas si on en avait parlé la semaine dernière. Non, je crois pas. Bon, on peut en dire deux mots rapidement. Il y en aura donc les 2 matchs au Matmut. Donc le premier, ce sera contre l'Aviron, le 25 et 26 octobre. Donc probablement le dimanche, quoique non, c'est même pas sûr. Ça peut être le samedi soir, pourquoi pas. Et la réception de Toulouse en mars, le 22 mars au Matmut. Donc là, ce sera vraisemblablement quand même le dimanche soir. Donc c'est les 2 matchs au Matmut, au stade Atlantique, sachant qu'on commencera la saison le 6 septembre contre La Rochelle et qu'on la terminera le 6 juin contre Clermont. Bon, je n'ai pas trop d'analyse plus que ça à faire de ce calendrier. Non, moi non plus. J'ai pas regardé encore les doublons, les vrais doublons, les faux doublons, donc on verra ça plus tard. Ouais, bon, on pourra faire l'analyse dans la preview de la saison un peu plus tard, comme tu dis. Voilà pour ce petit épisode. Bon, il y avait quand même de quoi faire un bon épisode. Bon, c'est fini pour les Bleuets, donc pas le Bleuet la semaine prochaine. Est-ce qu'on aura des... Il y a le match à la 3e place. Oui, il y a le match contre l'Argentine. Donc, il est quand ce match ? Samedi. Donc l'Argentine qu'on avait déjà battu. Bon, il y aura peut-être des Bleuets à débriefer, les Bleus qui jouent contre la Nouvelle-Zélande. À voir si on a suffisamment de matière pour faire un épisode... Pourquoi pas, sinon on a quand même du pain sur la planche. Cette semaine va sortir, on ne sait pas encore trop quand, mais le bilan de la saison. Et il faudra ensuite qu'on prépare la saison prochaine avec un point complet sur l'effectif, nos attentes, etc. Donc on a encore quelques hors-série à faire, même si l'actu n'est pas très riche. On verra en fonction de l'actu et de notre humeur. Mais sinon, on vous donne rendez-vous sur des petits hors-série tout au long de l'été. Voilà, merci Yannou. J'espère que tu as pris du plaisir malgré la déception des Bleuets. Et puis, on vous donne rendez-vous un peu plus tard cette semaine. Ouais, ciao tout le monde.